Que ce soit d'un point de vue doctrinal ou opérationnel, ce sont en majorité les armées des pays à plus haut revenu et donc souvent les armées les plus modernes comme les États-Unis ou le Royaume-Uni qui ont commencé à intégrer le changement climatique. Alors, dans ces cas-là, c'est la question de la résilience qui est posée, avec l'idée qu'il faut réussir à maintenir des forces en totale capacité d'opérer malgré une modification des conditions d'opération du fait du changement climatique. En fait, il s'agit ici de maintenir ou d'améliorer ce qu'on appelle l'effet militaire malgré la dégradation des conditions environnementales. On remarque également que parmi les pays qui ont commencé à intégrer le changement climatique à leurs éléments de doctrine, que ce soit leur livre blanc ou leur politique de sécurité nationale, un nombre très réduit a commencé à traduire en fait cette réflexion en action. Encore une fois, ce sont souvent les pays à plus haut revenu, l'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis bien entendu, et souvent également ces actions sont assez similaires avec par exemple l'élaboration de méthodologies d'analyse de la vulnérabilité des infrastructures. On retrouve aussi la création de comités spécifiques ou encore des soutiens à la recherche et la rédaction de rapports. Alors au-delà des actions entreprises pour adapter l'appareil militaire, que ce soit les infrastructures, les bâtiments, les équipements, etc., on observe aussi une adaptation des missions à la fois intérieures et extérieures des armées. Alors pour l'instant, ce sont principalement les missions de protection des frontières, de surveillance maritime et aussi d'ingénierie qui mobilisent le plus les forces armées. En termes d'ingénierie, on pense surtout là aux réponses aux catastrophes naturelles avec la reconstruction de ponts, de routes, de communication suite à l'occurrence d'un cyclone, d'une tempête, une inondation, bref, une catastrophe naturelle. Et à ce sujet, justement, il s'avère que le changement climatique, parce qu'il agit et qu'il augmente en fait par ses conséquences l'intensité et la fréquence des catastrophes naturelles, eh bien ce phénomène a également une incidence directe sur la nature des opérations des armées et on voit ici qu'il y a une sollicitation de plus en plus accrue des forces armées pour répondre suite à l'occurrence de catastrophes naturelles. Très souvent, cette intervention des forces armées se fait en coopération avec les autorités civiles qui ont la charge de répondre et elles arrivent en fait en soutien. C'est donc ici la question de la coopération civilo-militaire qui est posée et justement à cet égard, certains gouvernements ont mis en place des systèmes de prévention, d'anticipation et de réponse aux catastrophes naturelles qui ont pour but justement d'institutionnaliser ce rapport et cette coopération entre les civils et les militaires. On retrouve également des formes de coopération au niveau multilatéraux et aussi bilatéraux avec par exemple des forces spécialisées dans des zones géographiques particulières. Nos recherches nous ont permis de comprendre que le caractère relativement peu tangible du changement climatique, conjugué à la culture militaire, ont pour effet de produire en fait une approche des crises et des problématiques climato-environnementales par deux prismes bien spécifiques. Le premier, c'est celui de l'urgence et le second, celui de la technophilie. Or, répondre dans l'urgence ne permet pas, ou peu, de renforcer la résilience, tandis que le recours aux technologies a tendance à complexifier la chaîne d'approvisionnement, notamment en énergie, et donc, in fine, de ne pas contribuer avec cet objectif de base à la réduction de l'empreinte climatique des armées. C'est en fait un co-bénéfice plutôt qu'une action en elle-même.